Mais je croyais que je regardais Dune, moi. Bonjour à tous, c'est Tato Bros et aujourd'hui on va continuer et même terminer donc le Anaflop consacré à Dune, première partie. Bah oui, hein, on va se débarrasser de tout ça. Et donc on avait appris en fin de partie 1 que Timothée Chalamet serait l'élu. Alors l'élu de quoi, j'en sais rien. Donc si vous voulez voir plus en détail tout ce qui s'était dit et tout ce qui s'était passé dans la partie 1, je vous y renvoie. Et pour nous, il est temps de replonger dans ce morceau de merde. Et donc on reprend avec ça. Alors certes, c'est esthétique, mais ça n'a aucun putain de sens. Parce que ton vaisseau sous la flotte, là, il va quand même falloir m'expliquer quelques trucs. Déjà, comment le gars qui l'a posé là a réussi à sortir sans, je sais pas moi, faire rentrer de l'eau dans le vaisseau. Et le gars, pour y rentrer, comment il a fait sans faire rentrer de l'eau dans le vaisseau. Donc oui, c'est peut-être esthétique, mais ça n'a aucun sens. Bouclier. What? Donc en gros, nous avait foutu tout ce bordel dans la partie 1, et finalement, ils y arrivent, tu sais. Enfin, ils y arrivent le lendemain, quoi. Nos amis, ils sortent, et là, on voit une armée gigantesque qui sort de... si, elle sort de... si, arrêtez, vous savez, elle sort de... sûrement du cul de Villeneuve, j'ai pas d'autre solution. Timothée Chalamet retrouve un vieux copain, donc vous savez, Calculette Man, il le retrouve, quelle joie. Donc il est là parce que le scénariste a décidé qu'il serait là, mais tu sais pas comment il l'a fait pour lui aussi être là à l'avance. Mes éclaireurs se sont appliqués à sécuriser la ville. Ah donc pour lui, c'est sécurisé, tu sais. T'as des putains de manifestants qui pourraient sortir une arme quand ils veulent, mais c'est sécurisé. Non mais je sais pas, ça se passe comment si l'un des manifestants a une putain d'arme et qui tire sur... Et en plus, il a rien qui le protège parce qu'il se balade juste avec son habit normal. Enfin, il a pas de gilet barbale. Du coup, le gars, Calculette Man, met Timothée Chalamet et Ilsa Fotte dans un vaisseau pour les embarquer à l'abri du soleil. Donc en gros, ils viennent de descendre d'un putain de vaisseau. Voilà. Et ils remontent dans un autre pour aller à un autre endroit. C'est débile. Enfin, je sais pas, ils auraient pas pu directement les emmener là-bas. Alors, il faut savoir donc qu'il les met à l'abri, mais pas à cause de... des 3 clochards qui traînent dans le coin, c'est parce que... On va vous mettre à l'abri du soleil. La chaleur peut tuer sur cette planète. D'accord, alors déjà tu mets les 2 idiots à l'abri, mais pas... Ce qui n'a aucun putain de sens, puisque c'est un peu lui le patron, je le rappelle. Donc vu que c'est lui le patron, je sais pas moi, s'il devait clamser de la chaleur ou que j'en passe, vous faites comment en fait? Vous avez plus de dirigeants? Mais lui à l'abri! On s'en branle du chamallow! Du coup là, on découvre des vaisseaux libellules, ce qui est complètement con, surtout qu'on sait qu'il y a des putains de tempêtes de sable environ tous les 3 pages de scénario, et que du coup, le sable peut évidemment bloquer le mécanisme des battements d'ailes. Il nous montrait du doigt. Non mais c'est pas possible. Non mais... Il est con ou c'est un gamin de 2 ans, quoi? Ah je suis désolé, même un gamin de 2 ans, ça parle moins de comme un mongol, quoi. On nous cache un truc, il a un problème mental, enfin, je sais pas, il est mongol, il est le fils de François Hollande, enfin, j'en sais rien, mais là, il va falloir me justifier, quoi. Et en plus, c'est lui qu'on va nous faire passer pour l'élu, On est tous dans la merde. La barrière bouclier. Ces montagnes protègent la ville des intempéries. Et des vers. Alors d'accord, je comprends à la rigueur en quoi ça protège les vers des sables, mais je vois pas en quoi ça protège des tempêtes de sable, puisque les tempêtes de sable, c'est dans l'air. Alors à part si tu t'enfermes dans une bulle, je sens quand même qu'on n'a pas trop réfléchi à la cohérence de ce film, Et du coup, là, on voit une putain de ville géante, Or, plutôt, il disait qu'ils ont galéré à chasser 3 gugus, tu sais. Mais en un jour comme ça, ils ont construit une putain de cité géante. Les gens d'ici appellent la plus grosse lune la main de Dieu. Eh bien, la main de Dieu perturbe considérablement notre système de communication. Alors ça, c'est ballot quand même. Ils ont des putains de vaisseaux géants et des technologies boucliers, qui marchent quand ça arrange le scénario, mais bon, bref, voilà. Ils ont des putains de boucliers de fou, mais ils ont pas un système de communication fiable.
en cas d'excursion sur des territoires un peu hostiles ou autres planètes. C'est complètement débile ce film. Voilà l'astroport. Et cette colonne de poussière là, c'est la raffinerie d'épices. Ce sont 2 cibles potentielles. Place-les sous surveillance. Si nous ne pouvons plus raffiner l'épice ni l'exporter dans l'univers, nous sommes morts. Voilà, quand je disais qu'ils auraient mieux fait de lire le contrat un petit peu plus attentivement dans la partie 1. Voilà, bah c'est sûr que signer des contrats comme ça à l'aveuglette, c'est complètement con. Puisqu'on vient de te dire qu'il n'y a pas de communication. Donc s'il n'y a pas de communication, comment tu veux que l'empereur sache que bah, tu n'as pas rempli ton contrat? Qu'est-ce qu'on dit sur cet enfer déjà? Pour se laver, il y a qu'à se frotter le cul avec du sable, monseigneur. Quelle indignité. Génial, hein, et tout ça, ça nous avance à quoi, hein? Bah oui, à rien, exactement. Pendant ce temps, Ilsa Faute doit choisir l'une des nombreuses femmes pour être gouvernante, hein. Toi, qui es-tu? La Jadoute m'apaise, madame. Les autres, vous pouvez y aller. Ah d'accord, donc toi tu embauches une meuf comme ça, à vue d'œil. Non mais sérieux, on dirait les profs de philo qui notent à la tête, quoi, sans déconner. Je sais bien des choses. Ainsi, je sais que tu as une arme cachée dans ton corsage. Mais putain, ça n'a aucun putain de sens, votre bordel. Elle a deviné comment que l'autre elle avait un couteau planté dans son cul. Puis surtout, pourquoi tu l'embauches si tu sais très bien qu'elle est dangereuse? J'ai apporté cette arme dans l'idée de vous l'offrir. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Ouais, surtout pour la planter avec, ouais. On apprend donc que l'arme est une dague sacrée, et qu'elle est faite d'une dent de Tub des Sables, hein. Alors, bon, tu sais pas trop comment ils ont fait pour en récupérer une, sachant que tous les Fremenmecs en ont une, et que la Tub des Sables est un petit peu agressive, hein. Non, mais c'est sûrement parce que la Tub des Sables a perdu des chicots, hein, j'ai pas d'autre solution. Voilà, elle a perdu des chicots en remettant son dentier, hein, j'en sais rien. Sauf que d'un seul coup, il se passe ça. Oh là 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 là, mais tu vas la fermer ta gueule! Merci. Timothée Chamallow était allé faire une balade dehors, hein, sous un soleil qui est censé tuer, je le rappelle, mais t'inquiète, hein, là, ici, ça lui fera rien. On y apprend donc qu'ils font venir des dattiers, hein, sauf que bah, là aussi, c'est débile, parce que donc, on te dit qu'un dattier boit l'équivalent de 5 hommes chacun. Donc, en gros, il gaspille l'eau juste pour 3 arbres de merde. S'ensuit un énième cours, hein, où on nous dit que l'organisme le plus dangereux d'Arrakis, c'est la Tub des Sables. Afin d'éviter de produire des sons réguliers qui attirent les vers des sables, les Fremen traversent le désert en exécutant la marche des sables. Non, moi je crois plutôt que c'est la marche des Mongols, votre truc. C'est aux Fremen que l'on doit le peu de flore qui se trouve sur Arrakis. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Mais quelle flore! Il y a juste du sable à perte de vue et 3 putains de rochers. Un mini vaisseau s'introduit pendant le cours, hein, ce petit vaisseau qui s'introduit pour essayer de transformer Timothée Chamallow en chamallow grillé à la broche, hein. Sauf que, bah, vu que Timothée Chamallow, il a pas envie de finir grillé à la broche, hein, il détruit le vaisseau. Du coup, tout le monde fouille la base pour savoir où est le connard, hein, qui a voulu faire ça, hein. Et là, on découvre ça. Les Harkonnen ont emmuré un de leurs agents dans cette cavité il y a 6 semaines. Il a guidé le chercheur-tueur à travers une canalisation dans les murs. Alors, je veux pas dire, hein, mais si le gars, ça fait 6 semaines qu'il est dans le mur, bon, à mon avis, il est un peu décédé. Pendant ce temps, dans l'espace... Cette chose doit sortir. C'est quoi ce bordel? Une putain d'araignée géante? Non mais à mon avis, ces gens-là, ils sont pas vus à Aragog dans Harry Potter, hein. Il n'y a aucun satellite au-dessus d'Arrakis. Personne ne saura comment les Atreides sont morts. Je le redis, c'est vraiment une idée de merde d'avoir fait une expédition à l'arrache et de pas avoir lu le contrat, parce que là, ils vont se faire baiser, quoi. Bref, vous avez donc compris qu'une fois sur Arrakis, tu es un peu seul au monde, hein. À ce sujet, le duc Leto Atreides n'a aucune importance à nos yeux, mais sa concubine est sous notre protection et par extension, son fils. À ce titre, accordez-leur la dignité d'un exil. Ah, mais c'est vrai que c'est intelligent, hein, de laisser Timothée Chamallow en vie, sachant que ça sera lui, le futur héritier. Donc vous pensez bien qu'il va continuer à bosser, et vu que vous allez buter son papa, il sera sûrement énervé, et il faudra sûrement vous découper la gueule. Donc en fait, la seule solution, c'est de détruire toute la famille. Je vous donne ma parole. Nous ne leur ferons aucun mal. Oui, alors ça, je demande à voir. Pendant ce temps, Aquasable arrive, hein, et va parler à Timothée Chamallow. Pendant 1 mois, j'ai vécu auprès des Fremen. Un mois de quoi, mec? Ça fait même pas un jour que t'es là, mon gars. Il est souterrain.
Arrakis est truffé de cavernes. Je veux pas dire, hein, mais si vous savez où ils sont, allez les fumer, quoi. Bref, c'est encore une parole en l'air, hein. Charmant, dites-moi. Alors venez récolter votre épice, mais une fois que vous l'avez, retournez bien gentiment de ce côté de la barrière bouclier et laissez le désert aux Fremen. Après tout ça, la récolte de l'épice peut enfin commencer. Du coup, Timothée Chalamet et se font inspecter leur tenue, hein, qui ne leur sert à rien, hein, puisqu'ils vont rester dans le vaisseau libellule de mes deux. Hein. Non, mais c'est vrai, je pose la question, il sert à quoi la tenue? Ah, à moins que le scénario en ait besoin, hein. Sauf que pas de bol, parce que une teub des sables arrive droit sur la moissonneuse, hein. Du coup, un vaisseau vient chercher la moissonneuse, hein. Sauf que pas de bol, hein, l'un des 4 grappins ne marche plus. Et vu que dans ce film, on a des putains de technologies de fou pour faire des bâtiments géants et des vaisseaux libellules à la con, et des boucliers qui protègent de rien, et pas de système de communication, hein, donc on voit que la brillance technique dans ce film, on en est loin. Bah du coup, on peut rien faire, hein, pour remplacer le grappin. Je sais pas, y a pas un grappin de secours? Non, ça serait trop intelligent. Du coup, décide de descendre vers la moissonneuse, hein, pour sauver les occupants. Timothée Chalamet en profite pour sortir toucher du sable, hein, ce qui ne sert encore une fois à rien. Oui, donc en fait, les autres, ils sont en train de sauver tout le monde, tu sais, puis t'as l'autre con qui par terre en train de sniffer de la drogue, quoi. Par chance, Burné Balek le sauve, hein, juste avant que la teub des sables bouffe la moissonneuse. Hein. On apprend que quand Timothée Chalamet a sniffé de la drogue, l'épice, bon, a sniffé le couscous, là, il a eu une vision de lui, hein, et de MJ, hein, sûrement encore un énième rêve coquin, vous voyez, MJ à poil, et lui en train de faire le zizicoptère, hein. Mais surtout, le mieux, c'est ça. Je sais que vous êtes enceinte. Mais 2 secondes, elle a fait comment, le bébé? Elle a fait un bébé tout seul. Ah, j'ai pas d'autres explications. On passe maintenant à la planète où se trouve l'armée impériale, hein. Du coup, Optimus Prime nous parle toujours dans un jargon incompréhensible, hein, juste pour après apprendre que les Atreides doivent être tués, oulala, hein. Oh non, mais quel suspense! Eh ouais, est-ce que Timothée Chalamet va crever, quoi? Sachant qu'il y a un deuxième film à traiter. Pendant ce temps-là... Bah ouais, bah si tu voulais pas de gosse, il suffisait de pas faire une partie de zizicoptère avec ton copain. La nuit, pas de bol, parce que 3 soldats se font liquider comme ça, hein, en un claquement de doigts. Se réveille, car il voit des lumières étranges, hein. En plus de voir un cadavre et de se prendre une flèche dans le dos, ce qui effectivement n'est pas très agréable, hein. Et là, on découvre avec surprise que le traître, c'est, et ouais, Docteur Maboul, hein. Mais on s'en bat tellement la race du perso qu'on en a rien à foutre de ton twist. Enfin bon, voilà. Encore une preuve de plus qui fait que les gens trouvent quand même ce film incroyable, hein. Non mais c'est vrai, on s'était énormément attaché à ce personnage, n'est-ce pas? Non. Ah bah oui, parce que Villeneuve a oublié de nous le développer. Et là, on voit que tous les Atreides se font défoncer la gueule, hein. Il y a même des explosions dues à... Enfin bon bref, il y a des explosions de partout, hein. Et donc là, on a enfin la première scène d'action du film au bout de 1h15, hein. Oh là là, et puis après, on vient me dire que c'est hyper rythmé, qu'il y a de l'action toutes les 20 minutes. Mais putain, je sais pas si on regarde le même film, quoi, sans déconner. On apprend également qu'en fait, le baron détient la femme de Docteur Maboul, hein. Ceux qui nous en touchent une sans faire bouger l'autre, hein. Sauf que, pas de bol, hein, Timothée Chalamet et Ilsa Foth se font kidnapper, hein. Du coup, on envoie Liam Neeson pour aller les sauver. Ah non, pardon, ça c'est un autre film. Aquasable, lui, s'en sort, hein, et vole un vaisseau pour aller sauver Timothée Chalamet. Tiens d'ailleurs, allons voir ce qui se passe dans le vaisseau. Où est Timothée Chalamet? J'ai jamais forniqué avec une femme de haute lignée. Quelle indignité. Non mais il faut quand même se dire que que le film paraisse viril, hein, et dans les purs clichés, hein, on doit parler de cul. Ah bah oui, c'est vrai que nous, tous les hommes, parlons de cul. Ouais, c'est peut-être pas faux ça pour le coup. On n'a qu'à donner le gamin à manger au verre et ensuite on s'occupera bien d'elle. Merci. Vous n'avez pas intérêt à toucher à ma mère. Toi, tais-toi. Ah c'est dingue. En même pas 2 minutes, Timothée Chalamet s'est pris 2 claques dans sa gueule et dans son ego. Oh là là. Non mais bon, au moins, ça fait 2 services rendus aux spectateurs
et au moins on pourra pas enlever que au moins June a eu la bonne idée de foutre des claques à Chamallow. Ce qui est quand même fabuleux, par contre, c'est que le gars il est là à vouloir protéger sa maman, alors que sa mère elle s'en bat la race, tu sais. Retire les surveillants! Défais nos liens, vite! Pourquoi il y a ça dans le film? Je me pose vraiment la question. Enfin, je sais pas, là, à part détruire les oreilles des spectateurs et te faire penser au bon film Five Nights at Freddy's, bah ça fait pas grand-chose, hein. Bon, résumé de la situation, tout le monde crève, hein, sauf les héros parce que le scénario en a besoin, hein. Par chance, eux, ils arrivent carrément à atterrir sans que le vaisseau explose. Non mais c'est merveilleux, hein. Et là, ils se rendent compte que tout le palais est détruit. Oh là là. Mais il y en a un qui a moins de chance, hein, c'est... Donc lui, on le retrouve à poil, hein, avachi sur une chaise face à Depardieu, hein. Alors, on se demande bien ce qui a pu se passer, hein. Voilà, hein, surtout que apparemment Depardieu, c'est un petit coquin. Alors rejoignez-la. Votre fils est mort, votre concubine est morte. Ouais, alors ça, je parierais pas dessus. Ouais, mais sauf que, vu que c'est pas laver les dents... Des gars arrivent en combinaison, hein, dans la pièce et voient Depardieu dans un espèce de cocon accroché au plafond, hein. Non mais sans déconner, c'est quoi ce bordel? De son côté, Timothée Chamallow, hein, et Ilsa Fotte sont dans une tente, hein, dans le désert, hein. Sauf que pas de bol, hein, Timothée Chamallow n'est pas bien à cause de l'épice qu'il fume, hein. Bon, j'ai envie de dire, il a qu'à arrêter de fumer du shit aussi, celui-là, hein. Et là, Timothée Chalamet a une 150e vision avec MJ et des gars en CGI dégueulasse, hein. Et là, on fait la découverte la plus éclatée au sol, à savoir qu'en fait, les visions de Timothée Chalamet ne sont pas des rêves, mais ce sont des visions de l'avenir. Donc, j'ai envie de dire, si tout ça, ce sont des visions de l'avenir, alors je pose la question ici. Mais bon, à part avoir vu les nénés de Zendaya à l'avance, hein, moi, je me demande quand même comment, alors qu'il peut voir l'avenir, n'a pas vu qu'il allait se faire torturer par Mémé la Folle, n'a pas vu que le palais allait se faire attaquer, n'a pas vu qu'il allait se faire attaquer et qu'il y avait un mec dans le mur, n'a pas vu que son père est mort sur une chaise à poil, n'a pas vu que le baron a fait des choses étranges avec son papa avant. Ah non, ça peut-être... peut-être que justement, il valait mieux qu'il ne voie pas ça. Enfin bon, bref. N'a pas vu qu'il allait se faire kidnapper avec sa mère. Enfin bon, voilà. Comment il a fait pour ne voir rien, en fait, pendant tout le long du film. C'est tout de même merveilleux. Ah si, il a vu un truc. Jason Momoa allait clamser. Alors effectivement, ça va arriver d'ici prochainement, mais tu sais pas pourquoi cet élément-là, il sait. Voilà. Si tu peux voir l'avenir, pourquoi il n'a vu aucun des éléments du film jusqu'à présent? Ah ben oui, parce que ça arrangeait pas le scénariste. Et là, sa mère sort la plus grosse niaiserie du film, hein. Tu as peur, je le lis sur ton visage. Oui, comme nous tous, ma grande. Ah non, mais elle est vraiment con, elle aussi, hein. Et là, dans ses visions, Timothée Chalamet voit une guerre, un hommage à son papa, hein. Il voit des gens hurler son nom, hein. Et donc, pour ça, pour ces événements, lui, il trouve ça terrifiant, voilà. Enfin, je sais pas, au contraire, tu devrais être fier que tu as peut-être mené la bataille du siècle, tu vois, mais non, lui, il trouve ça terrifiant, hein. Tu es le duc Paul Atreides. On est tous dans la merde. Et vu que Timothée Chalamet, bah maintenant, c'est trop duc, hein. Alors, bon, on va pas remettre au duc, hein, mais bon, voilà, Timothée Chalamet, il est duc, hein. Et vu qu'il trouve qu'il n'y a pas assez de conneries dans le film, hein, justement, il décide d'ajouter ça. C'est vous qui m'avez rendu comme ça! Vous les Bene Gesserit qui avez fait de moi un monstre! Oh là 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 là, mais tu vas la fermer ta gueule! Et pour rendre la scène encore plus naze, hein, il rajoute encore une connerie, à savoir celle-là. Mon père est mort! On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ça, on le sait déjà, mon grand. Donc après tout ça, Timothée Chalamet et Ilsa Fotte sortent de sous terre et par chance, Aquasable les retrouve, hein, grâce à... Bah oui, bah c'est logique, il les retrouve grâce à... Bah oui, vous savez, grâce à... Ah bah non, en fait, on sait pas, et Villeneuve non plus, hein. Non mais c'est vrai, on se pose la question de comment il a fait pour les retrouver. Non, c'est juste qu'il s'est posé là, parce qu'il a décidé de se poser là, et que pile poil à ce moment-là, bah il y avait les deux Gugus qui sont sortis
d'une pila, quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est débile ce film, mais franchement, c'est un truc de fou, quoi. Après tout ça, on a du blabla qui sert à rien, hein, pour encore faire de la surexposition et boucher des trous dans le scénario. Sauf que pas de bol, parce que des ennemis descendent tout doucement du toit avec des putains d'épées, hein. Du coup, ça se tape sur la gueule, et pour protéger Timothée Chalamet, Aquasable prend une épée et va tuer les méchants pas gentils, hein. Et alors là, ce qui est con, c'est qu'ils ont des boucliers, hein. Bon, alors jusqu'à là, ça paraît logique, mais ça ne les protège pas des coups. Ah mais donc il sert à quoi ce bouclier? Voilà, donc c'est-à-dire que Aquasable va foutre juste un coup d'épée, l'ennemi va mourir, mais lui aussi, s'il se prend un coup d'épée, il clams, voilà. Donc je pose la question, à quoi ça sert d'avoir des boucliers si en fait ils marchent pas, vous bordel? Les héros se barrent, hein, notamment en montant dans une navette libellule à la con. Ce qui est magique, hein, quand même, c'est que Paul, enfin Timothée Chalamet, eh ben alors le gars, il a jamais piloté de sa life, mais maintenant, il sait. Et donc, t'as les gens qui sont venus gueuler sur Star Wars 7, 8, 9 parce que la meuf, parce que Rey machin, elle arrivait, j'en sais rien moi, à piloter des vaisseaux, à nager dans de l'eau, alors qu'elle avait vécu sur une planète de sable toute sa vie, qu'elle avait jamais quitté. Alors oui, effectivement, c'était débile, mais non, quand c'est Villeneuve et que c'est du... Oh là là. Et... Oh, ça passe, mec. Timothée Chalamet se la joue à la Han Solo, hein, sauf que Han Solo, on l'aime, que ce soit lui ou un acteur qui l'interprète, on les adore, mais lui, non, hein, que ce soit lui ou son personnage, on n'a qu'une envie, c'est de les étouffer avec une souris d'ordinateur, hein, donc vraiment non. Bon, en plein vol, donc Timothée Chalamet, il a encore une 40e vision, mais cette fois, il a pas d'image, il a que le son, hein. Donc le voilà, en train de fermer les yeux et d'écouter ce qui se passe, alors que il est littéralement dans une tempête de sable entre la vie et la mort, hein. Et parce qu'il se la joue à la Jeanne d'Arc, hein, en entendant ses voix, il décide de lâcher les commandes. Game over! Non, alors ça, c'est évidemment ce qui aurait été le truc le plus logique et qui aurait été le mieux, hein, pour nous, spectateurs. Mais non, hein. Ah, tout à l'heure. De son côté, Gérard Depardieu sort de l'eau noire, hein, donc sûrement une eau polluée par des bateaux qui ont coulé, hein, et dit qu'il faut commencer à vendre les épices, hein, parce que vendre quoi? Puisque toutes les moissonneuses ont explosé dans le bâtiment où il y avait les Atreides, donc en gros là t'as plus de machine. Mais bon, ça aussi, Villeneuve a oublié que le bâtiment il a fait boum, hein. Par chance, Timothée Chalamet s'en est sorti et se retrouve à plus de 5000 mètres, hein, dans le ciel. Alors tu sais pas comment, c'est quand même magique, tu lâches les commandes, et la tempête de sable qui te frappe en pleine gueule, qui normalement aurait dû te faire reculer, bah non, elle a réussi à te faire monter, tu sais. Sauf que vu que le vaisseau a pris des dégâts, notamment à cause du sable qui s'est coincé, je sais pas moi, dans les battements des ailes des libellules, à ce qui renforce que les vaisseaux libellules, c'était vraiment une idée de merde. Mais bon, enfin, passons sur ça, hein, on y était déjà revenu quand on avait vu ces vaisseaux plus tôt dans le film. Donc, évidemment, le vaisseau s'écrase hors de la tempête, parce que sinon ça emmerderait le scénariste. Mais bon, par chance, il explose pas, parce que ça n'aiderait pas le scénariste, et qu'en plus, il y a les héros dedans. Alors, oulala, quoi. Les vibrations, machin, ça attirait le ver des sables, mais je sais pas, 2 vaisseaux qui s'écrabouillent, non, ça va. Ça n'attire absolument pas le ver des sables. Timothée Chalamet explique tout ce qu'il a appris lors de son cours plus tôt dans le film, vous savez, le cours qui servait de surexposition. Donc il faut faire la marche des Fremenmecs, ou plutôt la marche des Mongols, ça dépend comment on le voit, pour éviter de se faire bouleter par la teub des sables, hein. Oui, mais sauf que... Il est tout prêt. Ne restons pas là. Attendez. Du sable tambour. Tiens, il fait de la musique maintenant, le sable. Celle-là, on ne l'avait pas faite. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce film, quoi, sans déconner. Du coup, là, se lance une course-poursuite aussi molle qu'une mamie en EHPAD, hein, donc autant dire que c'est très palpitant, hein. Par chance, vu que Timothée Chalamet est monté à temps sur un rocher avant que la teub des sables ne le bouffe, hein, du coup la teub des sables décide de le regarder avec les yeux qu'elle n'a pas. Sauf que là on découvre qu'il y avait des Fremenmecs, hein, qui ont décidé de jouer aux cow-boys et aux indiens, donc c'est-à-dire que eux ils se cachent et puis ils attendent que les cow-boys arrivent et puis hop, ils les encerclent, hein.
Non mais on se demande depuis quand la partie de cache-cache avait démarré. Ça se tape sur la gueule, hein. Et là, on voit enfin vraiment Zendaya et donc MJ au bout de 2h16 de film. Sauf qu'un abruti est réfractaire, hein. Du coup, Timothée Chalamet va devoir le combattre afin d'avoir une place parmi les Fremen, hein. S'ensuit un combat absolument pas intéressant, puisqu'on sait déjà que Timothée Chalamet va survivre, parce que c'est que la partie 1, hein, et qu'il y a une partie 2 derrière, hein. Timothée Chalamet donc bute le gars. Tu es désormais des nôtres. Une vie pour une vie. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Alors ça, dans le style débile, on peut pas faire mieux. Puisque là, en gros, on est en train de nous expliquer que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient pour vous rejoindre, donc gonfler les rangs des protecteurs de la planète, en gros, il doit tuer un de votre clan. Mais c'est complètement con, votre truc. Ce n'est que le commencement. Alors effectivement, c'est que le commencement de la grosse merde, hein, parce que effectivement, c'est le commencement de la saga la plus nulle à chier de l'histoire du cinéma, objectivement. Mais bon, par chance, c'est la fin de ce premier opus. Enfin, voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Donc évidemment, avant le troisième opus, vous avez compris que je m'attellerai donc au second volet, à la seconde partie, mais bon, évidemment, ça va être du sport, parce que je crois qu'elle est encore plus longue que celle-là, et évidemment, le taux de conneries est effectivement plus grand, puisque maintenant, ça sera focus sur Timothée Chalamet. Donc voilà, si vous voulez quand même voir cette ânerie, vous la trouvez sur HBO Max. Et donc moi, je vous dis de vous abonner, de laisser un like, de mettre un commentaire ce que vous avez pensé de ce Anaflop, et aussi de mettre en commentaire d'autres films que je pourrais traiter. Et donc moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines critiques, pour de prochaines vidéos. Allez, ciao.